Tout le monde n'est pas encore arrivé, mais il est l'heure, donc je vais brièvement introduire cette présentation, tout d'abord en vous présentant notre orateur, Jean-Marie Kneip, qui est docteur en mathématiques et psychologue du travail formé au CNAM. Il a fait des mathématiques appliquées et il a longtemps travaillé au commissariat à l'énergie atomique, au CEA, en qualité d'ingénieur-chercheur. Alors, l'originalité du positionnement de Jean-Marie Kneip, à la fois orienté vers les sciences, enfin un intérêt pour la science, et sans, évacuer la question du politique, m'a fortement incité à concevoir avec lui cette idée de présentation d'une matinée d'études sur la question du rapport entre les mathématiques et les sciences humaines, ou plus exactement autour de l'usage des mathématiques en sciences humaines. Alors, le débat est ancien. Ces questions, ce questionnement ne tombe pas du ciel. Dans les années 20, un auteur que certaines et certains d'entre vous connaissent sans doute, Georges Politzer, auteur d'une célèbre critique des fondements de la psychologie, disait ainsi la chose suivante concernant le rapport entre les psychologues et les mathématiques. Quant aux psychologues, c'est, dit-il, de troisième main qu'ils reçoivent les mathématiques. Ils les reçoivent des physiologistes, qui les ont reçus des physiciens, qui eux seuls les tiennent des mathématiciens même. Or, ajoute-t-il, à chaque étape, le niveau de l'esprit scientifique subit une chute. Et quand, à la fin, les mathématiques arrivent aux psychologues, c'est un peu de cuivre et de verre que ceux-ci prennent pour de l'or et du diamant. Donc, il y a tromperie sur la marchandise, si vous voulez, imposture. Alors Jean-Marie Kneip analysera avec infiniment plus de finesse que moi les raisons de ce dévoiement. Quelle est la conséquence de cet emprunt, cet usage de tierce main donc des mathématiques en sciences humaines, selon Politzer? C'est que, dit-il, la majorité des savants est ainsi composée de chercheurs qui, n'ayant ni le sens de la vie, ni celui de la vérité, ne peuvent travailler qu'à l'abri de principes reconnus officiellement. Autrement dit, on voit bien poindre l'idée d'une caution scientifique, d'un degré de scientificité supposé prêter à la psychologie à travers l'usage des mathématiques. Et de sorte que, on ne peut pas leur demander de reconnaître une évidence qui n'est pas donnée, mais qui est à créer. Ils sont englués dans le donné, ce qui relève de la logique de création, créatrice, les effraie. Voilà, donc je n'en dirai pas plus. Peut-être dans la discussion serais-je amené à évoquer la différence, par exemple, entre la construction, la connaissance mathématique qui, selon Kant, que cite Politzer, est une connaissance par construction de concepts, toujours référée à une intuition pure d'une réalité donnée, et la connaissance par concept qui est proprement philosophique. La mathématique a servi de modèle aussi à la philosophie, afin d'asseoir sa scientificité à la fin du XVIIIe siècle. Mais je laisse très vite la parole à Jean-Marie Kneip,
car le temps sera bref pour développer tout ce qu'il a à vous dire. Voilà, je te donne la parole. Bon, donc on va commencer. Bon, j'irai jusque là où il faut aller, avec le temps donné. En fait, je vais commencer par une question préalable, qui m'intéresse, qui est intéressante dans le cadre de cet exposé. C'est une question que les gens se sont posées et qu'on va reposer ici. C'est qu'est-ce qui peut être commun à plusieurs êtres pensants? Voilà. Donc, pour répondre à cette question de savoir quelles expériences sont partageables entre les êtres humains, il y a un type qui s'appelle Henri Poincaré. Alors ça, c'est vraiment une référence à noter, Henri Poincaré, sur tous ces sujets-là. J'y reviendrai souvent, Henri Poincaré. Dans un premier temps, donc c'est un mathématicien, philosophe, etc. C'était l'époque où on pouvait encore, en gros, couvrir l'ensemble du champ des sciences. Il est mort en 1912, je crois, quelque chose comme ça. Donc il se demande dans un premier temps qu'est-ce qui peut être partageable entre les êtres pensants, les êtres humains, disons pour simplifier. Et donc, il va dans un premier temps démontrer que les choses visibles, objectives, ne sont pas partageables. Alors, je vais vous raconter l'expérience toute simple. C'est par exemple, si c'est une expérience d'un type qui s'appelle Fechner. Si vous prenez dans votre main quelque chose qui pèse, on va dire, 11 grammes, et dans l'autre main quelque chose qui pèse 12 grammes, en gros, vous n'allez pas faire la différence. Ça va être la même quantité pour vous, pour l'essentiel des gens. La même chose, si je mets dans cette main-là 12 grammes et dans celle-là 13, ça va être la même chose. Par contre, si dans cette main-là je mets 11 et dans celle-là 13 grammes, il va y avoir une différence. Donc, partant de cette expérience-là, Henri Poincaré va dire, pour un être humain tout seul, déjà, une expérience, elle n'est pas vraiment partageable. Une expérience que vous avez tous, je suppose, supposé jusqu'à aujourd'hui quelque chose de très objectif. Donc, rien que l'idée de la masse, par exemple, si je prends un sac de ciment, ça ne va pas être la même chose pour moi que pour quelqu'un qui est super baraqué, etc. Donc, ces expériences-là, Henri Poincaré, dans le premier chapitre, je crois, de ce livre, démontre que ces expériences-là ne sont pas partageables entre les êtres humains. Donc ça, c'est un premier point. Donc il se demande par la suite, est-ce que ce qui est l'ordre de l'éprouvé, du subjectif, est-ce que ça, c'est pas un bon candidat pour répondre à cette question, qu'on peut partager des choses? Bon, par exemple, la peur, tout le monde a fait l'expérience de la peur, enfin, j'espère pour vous que vous avez tous fait cette expérience, que j'ai faite aussi. Bon, là, je ne vais pas m'apesantir, puisqu'on est au CNAM, l'INETOP. Je crois qu'à peu près tout le monde ici, enfin j'espère, est convaincu qu'on ne peut pas se mettre à la place de l'autre, mais qu'on peut compatir avec l'autre. C'est-à-dire, l'expérience, la peur que moi j'ai éprouvée dans ma vie, ce n'est pas forcément tout à fait la même que cette personne ici a pu éprouver. Donc, Henri Poincaré en déduit que pour les choses subjectives non plus, ce n'est pas des expériences partageables entre les êtres humains pensants. Alors ça semble assez dramatique cette affaire, mais quand même, il dit quelque chose. Il apporte une réponse à la question. Il dit, ouvrez les guillemets, ce que nous appelons la réalité objective, c'est lui qui dit ça, c'est en dernière analyse ce qui est commun à plusieurs êtres pensants et pourrait être commun à tous. Cette partie commune, comme nous le verrons, ce ne peut être que l'harmonie exprimée par les lois mathématiques. Donc c'est Henri Poincaré dans un livre qui s'appelle « La valeur de la science ». Donc ça c'est un premier point extrêmement important, on va y revenir à ça, développer ces histoires-là. Je contrôle l'heure aussi, on fait sur le chiffre, alors on va faire du chiffre, 9h40. Bon. Donc, il dit en gros que seules les connaissances acquises par les mathématiques en tant que méthode, méthode rigoureuse, j'y reviendrai, sont partageables. Et il y a un mathématicien contemporain qui s'appelle Jean Dieudonné, qui redit la même chose sous une autre forme, plus humoristique, je vais dire. Il dit quoi? Ouvrez les guillemets. La physique, c'est les lois que Dieu a créées. Les mathématiques, c'est celles qu'il a dû suivre. Enfin, on va développer cette affaire.
Donc si j'ai commencé cet exposé par cet exemple-là, c'est que en réalité, il résume bien, enfin il symbolise bien, en tout cas il y a en germe dedans l'essentiel des thèmes que je vais raconter. C'est-à-dire, il y a le thème de la mesure. Qu'est-ce que c'est une mesure? Comment est-ce qu'on mesure des choses? Le thème de la perception. Bien évidemment le thème des sciences et des mathématiques, de l'égalité entre deux quantités, etc. Parce que je crois qu'il faut avoir aussi en tête l'idée que dans cet exposé, tout ce que je vais raconter au début, c'est, je ne sais pas pour les uns et les autres, je ne vous connais pas, c'est peut-être un effort, mais il va falloir qu'on se tape un peu des trucs sur les mathématiques et tout ça, il faut faire cet effort pour essayer d'aller vers quoi? Vers la critique d'un modèle de type Karasek, on va dire. Je sais pas. Ça vous dit quelque chose, Karasek, monsieur Karasek? Bon, d'accord. Questionnaire, mais j'y reviendrai. Donc pour ceux pour qui ce serait trop douloureux, tous ces trucs de début, pensez, tout ce que je raconte, c'est dans l'objectif de faire une critique de ce modèle. Ça éclaire déjà les choses, c'est un peu compliqué comme exercice que je vous demande, parce que même pour moi, c'est pas évident, mais voilà, on pourrait avancer comme ça. Donc dans un premier temps, je vais quand même revenir à cette question, qu'est-ce que c'est les mathématiques, parce que je pense que là, il faut clarifier les choses. Il faut clarifier les choses. Alors, j'ai pris le parti pris de ne pas parler de Descartes dans cette affaire, parce que j'en ai pas besoin. Donc il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'on n'a pas attendu Descartes et des autres pour parler de cette affaire. Il y a 3650 ans, il y a un scribe égyptien, il s'appelle Ahemessou, prononciation je ne sais pas trop, il a sur un papyrus caractérisé ce que c'est les mathématiques. Alors il l'a même mis en titre et en rouge, donc c'est pas que les profs d'école qui ont le stylo rouge, lui il l'a déjà mis en rouge il y a 3650 ans, et il dit quoi? Ouvrez les guillemets. Les mathématiques, c'est une méthode exacte et rigoureuse d'investigation de la nature afin de découvrir tout ce qui existe mais est caché. Alors, on va quand même discuter un peu de ça, parce que peut-être pour les uns et les autres, ça bouleverse un peu votre conception des mathématiques. Alors, vous trouverez ça sur Internet si vous cherchez, ça s'appelle le papyrus de Rhind, R-H-I-N-D. Alors, ça rejoint l'affaire de la citation de tout à l'heure, les deux citations de tout à l'heure. Il dit que la nature des mathématiques, c'est d'abord une méthode. Ce n'est pas les tables de multiplication. Ça, on va laisser aux ingénieurs, aux polytechniciens, ils apprennent ça par cœur, ils font des règles de 3, etc. Mais ça, ce n'est pas les mathématiques. Les mathématiques, c'est d'abord une méthode. Alors, méthode, bien évidemment, pas au sens moderne du terme procédure-qualité, mais une méthode. Ça, c'est important. C'est-à-dire, vous pouvez tous, aujourd'hui, faire des mathématiques avec moi. Non, mais c'est vrai. Voilà. Alors, et cette méthode, donc c'est pas le chiffre non plus. C'est pas le chiffre, les mathématiques. Et ce type qui est scribe il y a 3650 ans, il ne parle pas de chiffres. Il dit que c'est une méthode. Il ne parle pas de chiffres, pas de nombres, et bien évidemment pas de calcul d'une intégrale. Ça, voilà. Alors, c'est quand même un corps de méthodes donc, qui sont considérés comme des outils immatériels propres à la culture humaine. Ça rejoint la citation de Jean Dieudonné tout à l'heure. Elle est donc à l'honneur de l'esprit humain, comme il écrivait, et non pas, bon je le dis pour les temps actuels, et non pas à l'honneur d'une espèce de logique gestionnaire. Voilà. Donc, j'insiste vraiment là-dessus, les méthodes mathématiques sont premières, c'est ça qui est en premier, c'est la méthode, c'est une méthode. Et elle fait quoi, cette méthode? Cette méthode, par exemple, il y a plein de choses, mais je vais juste en caractériser une d'eux. Les mathématiques, dans sa méthode, c'est aussi de mettre, par exemple, en relation des nombres. 1 plus 1 égale 2. La méthode, c'est pas le chiffre, c'est qu'on prétend qu'on peut mettre deux nombres en relation. Et que ça donne quelque chose. Ça, c'est une méthode. Il y a plein d'autres méthodes. Si je suppose une chose et que ça implique une aberration, ça veut dire que mon hypothèse est fausse. Ça, c'est une méthode. Voilà. C'est pas une intégrale, c'est pas du calcul, c'est une méthode qui est vraiment dans les mathématiques. C'est ça qui veut dire le scribe il y a 3650 ans. C'est ça qui veut dire.
Alors, les mathématiques aussi, il faut dire une chose, ils ont quand même un rapport tout à fait spécial et original par rapport à la nature, c'est-à-dire, je vais le dire avec un mot qui n'est pas du tout scientifique, les mathématiques, ils n'en ont rien à foutre de la réalité et de la nature. C'est pas notre souci. Contrairement à toutes les autres sciences, hein, contrairement à toutes les autres sciences. Quelqu'un comme Einstein qui veut prétendre faire une équation pour décrire l'évolution de l'univers, il est bien obligé de se soumettre, lui, aux lumières des étoiles qu'il voit avec son gros télescope. Ça il n'a pas le choix. On pourrait dire, puisqu'on est ici au CNAM, on pourrait dire que toutes les autres sciences, ils ont une espèce de clinique du monde à laquelle ils sont soumis. Nous, en mathématiques, on n'est pas soumis à ça, on est soumis à d'autres exigences, peut-être tout aussi rudes, mais enfin, peu importe, on ne peut pas les... Mais on n'est pas soumis à celle-là. Moi, si je fais un truc de mathématiques, je ne suis pas soumis au fait d'aller contrôler que dans la nature, ça se passe comme ça. C'est pas mon souci. C'est le souci du physicien, c'est le souci du biologiste, éventuellement, ça pourrait être le souci de M. Karasek, etc., mais c'est pas le mien. C'est bien, je crois, de vraiment recadrer ce qu'on met dans mathématiques. Donc en plus, les mathématiques aussi, contrairement à toutes les autres, c'est pas une science de l'interprétation. On n'a rien à interpréter, nous. On fait des calculs, on fait des trucs, bon. Et par exemple, même si on fait des chiffres, c'est aux spécialistes de la question de les interpréter. C'est pas, par exemple, si on a des chiffres qui disent qu'il y a une augmentation des arrêts maladie, c'est aux médecins du travail, c'est aux syndicalistes, c'est aux DRH d'interpréter. C'est pas aux mathématiciens, c'est pas son objet. Donc, je dis ça toujours dans l'optique Karasek et tous ces modèles, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas nous faire endosser des responsabilités que nous n'avons pas. C'est un peu ce que disait Eric avec une citation de Politzer. Nous, ce n'est pas notre responsabilité. Hein. Ah, bien évidemment, on peut avoir une opinion, c'est pas... Voilà. Alors, juste un mot, puisque j'ai été invité par Eric, les mathématiques, bien évidemment, entretiennent un compagnonnage assez intime avec la philosophie, hein, puisque la caractérisation que j'ai donnée des mathématiques qui traversent les âges jusqu'à nos jours, elle est assez proche, enfin proche, en tout cas, il y a un compagnonnage avec, bon, moi je ne suis pas philosophe, donc j'ai fait comme tout le monde, j'ai regardé le dictionnaire. Hein, la première caractérisation donnée par le dictionnaire, c'est de dire que la philosophie voudrait littéralement dire l'amour du savoir. Hein. Donc c'est marqué dans le dictionnaire, ça désigne une activité, une discipline se présentant comme un questionnement, une interprétation, une réflexion sur le monde, l'existence humaine. Donc c'est assez proche de cette caractérisation des mathématiques, hein, du papyrus de Zint, hein, qui, je vous le rappelle, il caractérise comment, je vais le dire de façon très exacte, une méthode exacte et rigoureuse d'investigation de la nature afin de découvrir tout ce qui existe mais qui est caché. Alors, juste un mot sur les mathématiques appliquées, puisqu'on va lentement vers le modèle de Karasek. Hein, là, bon, les mathématiques appliquées, alors j'ai fait un peu des choses comme ça. Donc moi, j'ai simplement calqué la caractérisation que je donnerais des maths appliquées sur notre scribe, là, que je trouve vraiment bien. Hein, c'est intéressant d'avoir ce compagnonnage au bout de 4000 ans. Je dirais que les mathématiques appliquées, pour prendre la même phrase en changeant un mot, c'est une méthode exacte et rigoureuse. Ben, je me suis trompé de ligne. C'est une méthode exacte et rigoureuse d'investigation, non pas de la nature, mais du modèle, afin de découvrir tout ce qui est là dans le ventre, on va dire. C'est-à-dire, un physicien va faire un modèle, le mathématicien, il va secouer le truc et il va voir ce qu'il a dans le ventre, notamment ses incohérences, par exemple. Donc je calque la caractérisation des maths appliquées sur la caractérisation plus générale des maths. Voilà. Je trouve que c'est vraiment... Et ça montre bien, c'est mon propos, c'est-à-dire, nous, on peut secouer un modèle, voir ce qu'il a dans le ventre, on n'a pas ni à assumer les hypothèses, les idéologies, les postulats de ce modèle, ni ses conséquences. On peut le secouer, voir ce qu'il y a dedans, voir, etc. Voilà. Toujours, ayez en tête, il faut penser au modèle de Karasek qui viendra à la fin. Voilà. Donc, alors...
pour parler des autres sciences, hein, si les autres sciences veulent retenir quelque chose des mathématiques, hein, ce n'est donc certainement pas son formalisme, c'est certainement pas la capacité à faire des règles de 3 ou à calculer des intégrales ou à faire des choses comme ça, c'est ridicule, ou à faire des statistiques avec des... On apprend ça à des psychologues ici, faire de la covariance, des trucs, ils y pigent, personne n'y pige rien, pas même moi, c'est un peu compliqué. Bon, je viendrai après sur la question des stats, c'est quand même pas évident, hein, les stats, c'est pas évident du tout, même pour quelqu'un qui fait des maths, hein, c'est traître, enfin j'y viendrai après. Donc les autres sciences, ce qu'elles ont à retenir, c'est certainement pas ce formalisme-là des mathématiques, mais quoi? Sa démarche, sa rigueur, ses fondamentaux logiques. On revient toujours au scribe là, égyptien, hein, c'est toujours la même idée, dit autrement. Alors quand j'ai dit si les autres sciences veulent retenir quelque chose des mathématiques, en réalité c'est bien plus précis. Elles ne peuvent pas s'en affranchir. Là on rejoint la citation de Jean Dieudonné, si tu veux faire des sciences, c'est comme Dieu, tu es obligé de te plier à un certain nombre de règles de logique que tu ne peux pas contourner. Si tu veux faire des sciences, tu es obligé de suivre cette rigueur des mathématiques. En tant que corpus de méthode, hein, exacte et rigoureuse. Tu es obligé de ça. Alors, bien évidemment, vous avez compris que le gros truc, c'est la logique. La logique fait partie des mathématiques. On ne peut pas, par exemple, dans un modèle, prétendre une chose et son contraire. Alors, dit comme ça semble simple, mais bon, ça ne se voit pas toujours à première vue. Hein. C'est un peu compliqué, après, d'aller secouer un modèle, voir ce qu'il y a dedans. Mais ça, en toute limite, c'est l'affaire de savoir-faire. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui est quand même, bon, le temps il avance, il y a quelque chose qui est quand même, il faut le dire quand même, qui semble assez contradictoire hein, dans cette histoire des sciences, c'est que le réel quand même, bon, une fois ici, normalement, vous avez entendu tous parler de ça, le réel c'est quand même quelque chose qui par définition est imprévisible. Et en même temps, celui qui fait des sciences, j'y viendrai tout à l'heure, il va modéliser, il va essayer de mettre en boîte le réel. Alors, on sait que c'est impossible. Alors, un bon modélisateur honnête et tranquille, il sait très bien que c'est impossible. Mais en même temps, il va quand même faire un modèle. Dans quelle optique? Dans l'optique d'essayer, avec les résultats ici de cela, de partager quelque chose avec les autres. Un résultat, quelque chose. Mais on sait très bien que le modèle, par définition, il est faux. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, nous les maths, on s'en fout du réel. Nous, après, on avance avec la logique. Mais c'est celui qui modélise, qui a un rapport spécial au réel, il est obligé de le mettre en boîte, donc de dire des choses fausses, hein, a priori, hein, pour en faire quelque chose de partageable. Ça va là ou... Bon. Donc, dans la question des autres sciences, c'est quand même très important, ça fait partie des rigueurs de la méthode des mathématiques, de définir les hypothèses, éventuellement si on est en sciences humaines, par analogie, de définir les idéologies qui sont derrière, sinon de toute façon on dit n'importe quoi et on a n'importe quel résultat. Ça c'est vraiment, je trouve, ça fait partie du corpus de ces méthodes de maths, c'est-à-dire quand on fait quelque chose, par exemple un modèle, celui qui le fait, en tout cas, il est bien obligé de dire qu'est-ce qu'il y a derrière, quelle est son intuition, quelle est l'intuition selon Kant qu'il a eue pour en faire un concept, pour en faire un modèle. Ah, je dis ça parce que dans le champ de l'intervention des sciences humaines, celui qui intervient en entreprise sur ces questions-là, en général, il ne connaît rien du tout, il nage complètement là-dedans, et le chiffre valide son truc et c'est fini. Hein.